Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Kone Tchegbe, Bakayoko Kapi. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Choualou Diomandé, Koulibaly Seydou. Bonsoir. Trois thèmes pour ce numéro de troisième mi-temps. On va parler de la défaite de l'équipe du COE Sport de San Pedro, le COE, qui finalement n'aura pas cette coupe de la Confédération africaine de football. Et puis tirage au sort Coupe du Monde au niveau des dames. La Côte d'Ivoire joue gros parce qu'il y aura l'Allemagne, il y aura l'équipe de Norvège et puis la Thaïlande. On espère qu'il y aura quelque chance pour nos éléphants. Nous ouvrons cette émission avec le taekwondo, encore un autre exploit. Nos taekwondo unitaires au Mexique, cette fois, ils sont devenus vice-champions du monde. C'est un autre exploit, ce qui nous amène à nous interroger comment ça se fait que cette fédération marche à merveille. Bakayoko Kapi, c'est une organisation totale autour de cette fédération. C'est d'abord une vision mise en place par le président Babachek Daniel. C'est ensuite une stabilité. Cette fédération, contrairement à beaucoup d'autres, a une certaine stabilité. C'est ensuite la qualité d'un management, parce que cette fédération est composée de personnes qui sont toutes des managers, qui ont l'expérience dans la vie de la gestion d'organisation. Et on a vu, lors de 2 séminaires auxquels j'ai eu la chance de prendre part moi-même, le séminaire organisé par la direction des sports de haut niveau de la vie fédérale, qui a organisé un séminaire sur le management des organisations sportives, et le comité national olympique qui a organisé un séminaire quasiment identique sur l'administration des sports. On a vu que cette fédération a été représentée par à la fois par son secrétaire général et par un des membres de son administration. Donc, on voit bien que c'est une fédération qui veut aller de l'avant, qui veut pérenniser son niveau d'organisation et ses performances. Je pense donc qu'on est parti pour avoir, pendant encore quelques années, quelques exploits qui seront le résultat de la qualité de ce travail. Alors, on sait que la fédération de taekwondo a été donc champion du monde francophone à Dakar, ensuite au Vietnam, ensuite à Abidjan, ensuite a remporté le championnat d'Afrique à Tunis, vice-champion du monde. Alors, tous ces exploits, comment faire pour pérenniser ces résultats? Il s'agit de faire une bonne détection au plan des sportifs eux-mêmes. Faire d'abord une très bonne détection, ensuite une bonne préparation. Après, vous voyez, on ne détecte pas à 30 ans. Ça veut dire qu'il y a toutes les catégories qui sont concernées par la détection et ensuite la formation, mais aussi surtout la compétition. Parce qu'on a beau entraîner, tant qu'il n'y a pas de compétition, nous des jeunes que des seniors, s'il n'y a pas de compétition de bon niveau, on ne progresse pas. Donc je crois que ça a été bien géré par la fédération et donc c'est vraiment bien qu'ils arrivent à ce niveau. Lorsqu'on parle de être vice-champion du monde, on parle que c'est un mérite. C'est championnat du monde. Ils sont vice-champions. Vraiment, il faut le reconnaître, c'est vraiment un mérite, c'est du bon travail. C'est une grande satisfaction pour le pays. Parce que vous voyez, si ça aurait été la Côte d'Ivoire vice-champion du monde en football, ben vraiment, c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Et donc, il faut saluer la fédération de taekwondo. Je vais demander, il va falloir enseigner le taekwondo dans les écoles finalement. Oui, je pense qu'il le faut. Parce qu'aujourd'hui, pour pérenniser. Il ajoute dans les rédactions sportives. Allez-y, Choualou. Je crois que pourquoi pas. Non, il faut le faire. Parce que là, pour maintenir le niveau aujourd'hui qu'on a, il faut vraiment
revoir un peu les différentes stratégies. Il faut avoir un véritable projet pour l'avenir. Et déjà, ils l'ont fait. Et si nous sommes aujourd'hui à ce niveau de compétition, de compétitivité, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu un vrai projet. Parce qu'on ne peut rien bâtir sans un projet sérieux, solide. Et là, la semaine dernière, c'était à Dakar, lors du championnat du monde francophone. L'année dernière, lors de l'édition précédente du championnat du monde, c'était les hommes qui étaient vice-champions du monde. Et cette fois, ce sont les dames. Je crois que le taekwondo ivoirien a véritablement atteint le niveau international. Maintenant, comment pérenniser ce cap-là? Je pense qu'il faut asseoir un bon projet et puis préparer l'avenir. Parce que c'est vrai qu'on a une bonne génération, une très bonne génération, mais il faut pouvoir pérenniser, penser au futur, former de futurs cracks, comme on le dit. Et puis là, ce qui est important, il faut souligner, la semaine dernière, on l'a dit ici, ou il y a 2 semaines de cela, c'est au niveau de la formation des cadres. Autour de la fédération, il y a des cadres techniques, des gens qui ont été bien formés, qui inculquent leur savoir-faire, leur expérience aux jeunes. Et je pense qu'il faut pérenniser cette vision, ce projet-là. C'est très important parce qu'on ne peut rien faire si la formation, même si au niveau de la formation des formateurs, si rien n'est fait à ce niveau-là, forcément il y aura problème. Lui, le grand frère, c'est un technicien, il sait de quoi je parle. S'il n'y a pas de bons techniciens pour former les jeunes, on peut mettre beaucoup d'argent, mais on ne va rien obtenir. Et là, au niveau du taekwondo, il y a un gros travail qui a été fait, mais maintenant, il faut continuer, il faut encore d'autres formateurs pour encadrer cette jeunesse-là. Oui, mais on peut déjà dire qu'ils le font, puisqu'il y a déjà, lorsqu'ils allaient préparer la Coupe du Monde, ils ont fait venir des Ivoiriens qui ont une autorité internationale, notamment Maître Patrick Remarque, qui est venu travailler avec d'autres sur le niveau des jeunes. Il faut dire que Patrick Remarque aujourd'hui aux États-Unis est un des instructeurs les plus reconnus sur le continent américain. Et il est venu prêter main forte à cette fédération. Tous les autres Ivoiriens qui étaient dans la diaspora, qui sont partout ailleurs, sont venus. Donc cet appel à des experts extérieurs correspond justement à ce que tu veux. Et je pense que toutes les fédérations devraient regarder un peu cette possibilité. L'idée que même si on a localement des compétences, il faut avoir l'humilité de confronter avec des expériences vécu ailleurs. Parce qu'on le sait bien, c'est dans les échanges qu'on peut voir ses limites, son potentiel, qu'on peut voir ce qu'on peut encore améliorer. Et donc, au niveau des formateurs, c'est bien que la Fédération de Taekwondo fasse cette ouverture à tous ceux qui sont à l'extérieur et qui donc travaillent sur des schémas qui sont mis à l'épreuve ailleurs. Coulibaly, c'est votre réaction sur cet exploit au niveau de la Fédération Taekwondo? Bon, il n'y a rien d'étonnant à cela. Il faut dire que la Fédération ivoirienne de Taekwondo est dans la ligne droite de ce à quoi elle nous a déjà habitués. Mais pour parler un peu de la pérennisation, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il y a une école des cadres assez dynamique qui existe et la formation est permanente et continue au niveau du Taekwondo. Mais ce qu'il faut à cette fédération, c'est un peu plus les moyens financiers. Les moyens financiers, c'est vrai qu'il y a la construction de la salle qui va se faire à Washington, le temple du Taekwondo. Mais à Washington d'ici. Voilà, Washington d'Abidjan. Donc, mais je pense que ce qu'il faut plus à cette fédération mérite d'être aidée au plus haut niveau. Elle mérite d'avoir beaucoup plus de financement parce que je ne doute pas que l'école des cadres, elle existe. Et cette place de vice-champion du monde et tous les titres qui viennent d'être énumérés, c'est le fruit de tout un travail qui a été fait en amont. C'est les maîtres de salle qui sont à Boaké, qui sont à Korogo, qui sont à Odjéné, qui ont d'abord travaillé à la base et puis il y a une direction technique nationale en place qui est bien faite. Nous l'avons critiqué ici au niveau du football en disant que la direction technique nationale est plus ou moins inexistante. Et tant qu'on n'aura pas une vraie direction technique nationale aussi compétente et entreprenante, on aura du mal à avoir un football assez compétitif. Mais là, le taekwondo vient de le montrer. Ils ont une direction technique assez compétitive. Tout à l'heure, il parlait de Patrick Remarque. C'est quelqu'un qui a travaillé avec cette fédération pendant de longues années. Il est aux États-Unis, c'est vrai. Il est entraîneur d'équipe des États-Unis. Mais en même temps, il continue de coacher l'équipe nationale de Côte d'Ivoire quand il le faut. Il y a un garçon comme Bayou Charles, qui est aussi aux États-Unis, qui a été rappelé, qui est venu prêter main forte et qui vient, quand il le faut, prêter main forte à chaque fois à cet encadrement technique. Mais il y a aussi des encadreurs sur place, comme par exemple Maître Tadjou Adada,
qui est l'actuel entraîneur national, qui ont tous été des compétiteurs, qui connaissent un peu la chose et qui ont gravi les échelons étape par étape pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc il n'y a rien d'étonnant au travail qui est effectué au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et surtout, il y a les dirigeants. Tant qu'on n'a pas de dirigeants stables à la tête de nos fédérations, on n'a pas de dirigeants eux-mêmes au fait de la chose, des fédérations qu'ils dirigent, je pense qu'il est difficile d'avoir des résultats assez probants. Et le taekwondo le montre. Bamba Cheikh Daniel n'est pas quelqu'un qui est tombé de nulle part. C'est un enfant du sérail, du taekwondo. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Alors, nous avons en ligne Maître Bamba Cheikh Daniel, bonsoir. Bonsoir, très. Alors, Président, je suis très content pour les différents résultats, mais je suis également inquiet parce que quand je vois tous ces résultats, je me dis, si demain, Bamba Cheikh Daniel n'est plus à la fédération de taekwondo, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous préparez après Bamba Cheikh Daniel? Mais, préparer l'après Bamba Cheikh Daniel, je suis déjà suffisamment occupé à développer le taekwondo, à faire sa promotion, à faire des résultats. Alors, il est difficile, en même temps que vous travaillez, à penser à l'après-vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas adepte après moi le demi. Donc, quand j'en avais à l'heure, je pense que je prépare l'après de Cheikh Daniel, parce que nous avons construit un système de délégation, de mise à niveau de toutes les instances fédérales. Aujourd'hui, j'en suis maintenant à faire de la coordination. Et quand vous voyez par exemple que Bamba Cheikh Daniel voyage très peu, ce sont les vice-présidents, le secrétaire général et même des points de ligue qui accompagnent nos équipes nationales à l'extérieur dans les grosses organisations, peut-être le passage de grade, l'arbitrage, l'organisation des ligues. Quand je dis 700 mois, c'est une façon de mettre chacun à l'étrier afin que le jour où ce n'est pas là, la fédération bénéficie de ressources humaines capables de gérer tous les compartiments et qu'il n'y ait pas une personne incontournable, une personne qui soit la personne libre, qui puisse continuer de prétendre être lancée et limite à agir la fédération. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'après moi, il n'y a plus de compétences à même de jouer la fédération. Ce que je peux craindre, c'est la passion, le don de soi-même, peut-être la rigueur qui pourrait manquer. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à ce faire. Président, bonsoir. Bonsoir. Oui, je le dis franchement, rarement je tombe de nu face à des résultats sportifs éloquents. Vous êtes, qu'on le veuille ou non, l'une des meilleures fédérations de la place. Mais on serait tenté de vous demander quel est votre secret. Parce que là, depuis des années, depuis que vous avez pris les rênes de cette fédération, vous volez de succès en succès. Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tout va ensemble, tout va de faire. Le management humain, partager les autres divisions. Donc, tous ceux qui sont partenaires d'abord en faire, beaucoup de leaders, donc il faut de part avoir une vision qui a doté à des objectifs clairs. Donc, on peut parler d'une fédération ou d'administration, d'une fédération qui, ma foi, s'amuse les compétences à tous les niveaux. Il fallait aussi de l'opportunité qui puisse savoir qui veut être très très de ce travail et qu'on ne peut pas dans ce prêt.
que l'athlète c'est désormais, ce n'est plus le népotisme, ce n'est pas le président qui décide de qui est placé ou pas. Et puis, il a petit s'apprendre. On peut par exemple, le président n'a pas le droit de mettre à la nationale qui veut. Alors, Président. De manière objective, avec beaucoup de rigueur, que chacun mène sa place. Alors, Président, Président, avant de vous laisser partir, une dernière question. La délégation arrive quand et quels sont les mots que vous allez adresser tout de suite à ces jeunes dames qui sont allées défendre la Côte d'Ivoire? Moi, je suis le président d'Assemblée. Je suis appelé par tous les présidents de la Fédération africaine qui estiment que la Côte d'Ivoire a fait honneur à l'Afrique. C'est la première fois en 41 ans de l'histoire de la Fédération mondiale qu'une équipe féminine arrive à ce niveau. D'abord, la Côte d'Ivoire était le seul pays africain qualifié, malgré sa partie du pays confondus, et que des filles africaines. C'est aux Américaines, aux Colombiennes, aux Françaises, après le match de filles, et arrivent en finale de Coréens, et soit vice-championne du monde taekwondo, c'est une première. Et en un mois, nous concernons plus de champions de notre sport. Nous sommes 10 champions de médailles d'argent à l'Open de Paris, du champion du monde. Il faut dire que les jeunes ont pris avec eux une grande leçon. Parce que ils n'ont pas de prix, ils n'ont rien. Certains ont les bras capturés, comme c'est le cas des jeunes d'autres copains. On ne peut que saluer le mérite. C'est pourquoi le dimanche, nous allons d'abord cette lui-même d'accueillir à 1h du matin à l'aéroport. Et dimanche, le un hommage vibrant sur le territoire du de sport, au rang de sport, et bien en pierre pour aider les stadions. Voilà. De manière la République, il demande seulement à être reconnu, à être honoré. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Maître Bamba. Nous vous remercions de notre famille. Merci beaucoup. Merci, Voilà. Alors, avant de boucler la page taekwondo, juste une question. Est-ce que vous pensez que les autres fédérations sportives regardent un peu ce qui se passe au niveau de la fédération de taekwondo? Est-ce qu'ils ont le courage de voir ce qui se passe? Non, tout le monde voit ce qui se fait de bien. Mais il ne suffit pas simplement de voir. Il faut être capable d'en tirer des leçons et de pouvoir appliquer un plan de redressement de ce qu'on vit soi-même. Malheureusement, dans beaucoup de situations, la remise en cause ne se fait pas et on se complaît dans ce qu'on est en train de faire, surtout quand on a une fuite constante de responsabilité. Dans beaucoup d'organisations, on se rend bien compte que quand ils doivent faire l'analyse de la situation, quand ils doivent faire la revue de leurs activités, il y a constamment cette idée de voir ce que les autres n'ont pas fait, pas ce qu'on n'a pas fait soi-même. Or, toute analyse objective doit commencer d'abord par ce que nous avons fait, c'est-à-dire par notre propre responsabilité. C'est cela qui nous permet d'aller vers les vraies solutions. Parce que si on ne pense qu'à ce que les autres n'ont pas fait et qu'on ignore ce que nous n'avons pas fait nous-mêmes, il y a peu de chances qu'on trouve des solutions qui soient durables. Aujourd'hui, la fédération de taekwondo, ce qu'on aurait pu leur reprocher enfin, en termes d'activités à mener, c'est la vulgarisation et notamment, j'allais dire, la capacité à rentabiliser le spectacle taekwondo. Et je vois qu'ils sont en train de penser à une salle. Donc, c'est un bon pas pour avoir un espace où on peut créer du revenu. Parce que tout ce qu'on fait coûte de l'argent. Si l'activité ne génère pas de revenus, il faut craindre qu'à un moment donné, ceux qui financent l'activité, s'ils sont essoufflés, que l'activité finisse par connaître une baisse de régime. Donc, la construction de leur salle me paraît être un très bon atout pour la capacité
d'abord à vulgariser la discipline et ensuite à se donner un espace où on peut créer un revenu pour le spectacle de cette discipline. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs. Nous avons terminé avec le thème consacré donc au taekwondo. Encore une fois, bravo à la Fédération ivoirienne de taekwondo, bravo aux athlètes. Un travail bien fait a toujours des résultats positifs et c'est comme ça la vie. Nous allons parler maintenant du tirage au sort de la Coupe du Monde au niveau des dames. Nous restons encore avec les dames parce que les dames nous ont fait plaisir au niveau du taekwondo. Eh bien, ça marche très fort avec les dames qui vont participer donc en 2015 à la Coupe du Monde de football au niveau des dames. Le tirage au sort est connu. Vous connaissez, messieurs, les adversaires de la Côte d'Ivoire. On parle de l'Allemagne, Norvège, Thaïlande. Mais l'Allemagne, c'est tout autre chose. Oui, il faut le dire. L'Allemagne est un grand pays de football, au plan général d'abord. Et ensuite, les dames en Allemagne ont été régulièrement 2 fois championnes du monde déjà. Et je crois que depuis 2008, elles ont aligné 8 titres de champions d'Europe. Et donc, c'est un gros morceau. Et c'est ce qu'on retient de l'Allemagne en général, c'est le fighting spirit, c'est la bataille, c'est ne rien lâcher jusqu'à la fin. Et vraiment, c'est un gros morceau, il faut le dire tout court. Allez-y, Bakayoko Kapi. Oui, j'allais dire que, vous savez, dans ce genre de compétition, effectivement, on a les ténors, et puis on a toutes les équipes comme celle de la Côte d'Ivoire qui viennent à leur première participation et qui se disent que c'est vraiment une opportunité pour aller apprendre. Mais cela dit, moi je reste convaincu qu'on ne doit pas inhiber son ambition. Le football se joue à 11 contre 11. Sur le terrain et par rapport à l'histoire, la qualité de l'équipe d'Allemagne, la qualité de l'équipe de Norvège, ces 2 qualités-là ne sont pas des choses qui sont contestables. Mais le fait est que nos jeunes filles ont vraiment un mental très fort. Même si on considère qu'elles ont affaire à des équipes qui ont un passé, une expérience, des qualités individuelles et un certain équilibre dans leur effectif, il faut considérer que la bataille se joue 90 minutes durant. Et donc ne pas partir avec ce sentiment de déjà battu. Parce que c'est ça le désastre en sport. On part, moi je l'ai toujours dit, avec le respect de l'adversaire, de ses qualités. Et on travaille à mettre en doute cette qualité, à mettre l'adversaire dans la situation où l'adversaire se dit, mais enfin, c'est bien de cette équipe qu'il s'agit ou bien c'est une autre que nous avons devant nous. Donc il faut partir toujours avec de l'ambition. Il faut partir toujours en se disant, c'est seulement quand on aura fini les 90 minutes contre l'Allemagne que l'Allemagne nous aura confirmé qu'elle est vraiment plus forte que nous. Nous, on part avec l'idée qu'on sera à 11 contre 11. On a peu de chance parce que quand on regarde, ils ont beaucoup d'atouts, mais c'est 90 minutes et il nous faut batailler. Moi, je voudrais une équipe ambitieuse. C'est une équipe qui ne présente pas de gros atouts compte tenu de la qualité de notre championnat, compte tenu du niveau de compétitivité même de nos joueuses. Mais il ne faut pas partir battu d'avance. C'est une hypothèse que je n'admets pas. Ce n'est pas bon pour le moral et ce n'est même pas bien pour notre pays. Il faut avoir l'amour de son pays doit nous conduire à penser qu'on ne perd pas avant d'avoir joué. Alors, je vais le demander, nous sommes dans une poule pour vous un peu difficile. Un peu difficile, oui, avec 2 grosses équipes, l'Allemagne et la Norvège, qui sont les favorites logiques de ce groupe, puisque l'Allemagne déjà a gagné ce trophée à 2 reprises. En 2003, l'Allemagne avait battu la Suède, c'était aux États-Unis. Ensuite, en 2007, l'Allemagne avait aussi remporté ce trophée-là. Et puis la Norvège, qui déjà en 1991, avait disputé la finale, sa première finale. Ensuite, en 1995, la Norvège a remporté ce trophée. Donc, c'est pour vous dire, en termes de chiffres, de statistiques, de palmarès, c'est 2 grosses équipes. Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui participe pour la première fois à cette compétition avec la Thaïlande,
la Côte d'Ivoire qui est classée 64e au classement mondial FIFA au niveau des dames, et puis la Thaïlande, c'est la 30e place au niveau des dames. Donc c'est pour vous dire, ce sont deux formations, la Côte d'Ivoire-Thaïlande, qui vont pour la première fois apprendre, et puis il y a deux grosses équipes, deux équipes habituées à ce genre de compétition. Maintenant, c'est le football, tout est possible. Est-ce que les filles de Touré Clémentine vont créer l'espoir, comme le Nigeria l'a fait en 1999, en se qualifiant pour la première fois pour les quarts de finale. Donc, il y a des coups à jouer, il faut jouer les coups à fond. Donc, tout va dépendre de la préparation, les moyens qui seront mis à la disposition de nos dames, parce que participer à une Coupe du Monde, c'est bien beau, mais il faut se préparer. Il faut que ces filles-là aient les moyens de se préparer pour atteindre le niveau international. C'est justement un de nos points faibles, parce que quand on regarde la préparation d'une équipe nationale, c'est le temps de regroupement, mais généralement le temps de regroupement il est court. Donc la vraie préparation pour chaque athlète, c'est la compétition régulière, le championnat auquel l'athlète participe. Quand on regarde le niveau de notre championnat, quand on regarde le nombre de matchs, nos jeunes dames ne sont pas vraiment dans les meilleures conditions de préparation. Donc ce qui fait que l'entraîneur national sera obligé de rallonger le temps de préparation du groupe. Et naturellement, cela coûte beaucoup plus cher, cela coûte quelques complications pour les... Voilà, sur le plan humain, ce n'est pas évident. Merci, sur le plan de la préparation. Je reviens à vous, le temps de laisser Koulibaly s'exprimer aussi. Juste sur ce sujet, puis on revient. Allez-y, Koulibaly. Oui, c'est vrai que les Ivoiriennes se retrouvent dans une poule assez difficile, avec deux grosses écuries. C'est vrai que la Norvège et l'Allemagne font figure de favoris dans cette poule. Et la Thaïlande est une des nations qui monte du côté de l'Asie. Mais je pense que rien n'est joué avant. Parce que le football nous a habitués souvent à des surprises assez agréables. On a vu en 82 la grande équipe d'Allemagne qui a été battue par le Cameroun en Coupe du Monde. Ça, c'était chez les hommes. Donc je pense que l'exploit est possible, mais avec quelle préparation? Parce que ma grande interrogation, c'est la préparation. Quel sera le programme de préparation des Ivoiriennes? Dans quelles conditions elles vont se préparer? Quand on sait que le championnat national lui-même est assez pauvre, le championnat au niveau des dames est assez pauvre, et que généralement, il y a eu, et pour préparer la CAN, on a vu, Touré Clémentine a fait preuve avec la direction technique, preuve de beaucoup d'ingéniosité. On a vu les matchs amicaux qui se sont multipliés, on a vu les regroupements qu'il y a eu, mais est-ce que pour la Coupe du Monde, ces filles-là vont bénéficier de moyens conséquents? Parce qu'il ne faut pas attendre la Coupe du Monde à 2 ou 3 jours pour dire oui, on n'a pas eu les moyens. C'est maintenant que et la fédération et le ministère et tout le monde doit se mobiliser pour donner à ces jeunes dames-là les moyens de bien préparer cette Coupe du Monde-là et d'arriver à cette Coupe du Monde avec toutes les capacités de pouvoir jouer un bon tour. Parce qu'on a vu pour la CAN, c'est la fédération qui avait financé, grâce à ses propres moyens, la compétition. Et l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas, c'était pas une compétition qui était budgétisée par l'État de Côte d'Ivoire. La Coupe du Monde, c'est une autre réalité. Je pense que c'est maintenant que fédération, État, tout le monde doit se mettre ensemble pour vraiment dégager des moyens de préparation pour que nos filles ne fassent pas de la figuration au Canada. Il faut commencer à temps. Allez-y. Voilà, ce que je veux dire pour la préparation, il faut dire qu'avant d'aller à la CAN, vous voyez, le pôle sélection de choses de la DTN et de la fédération a initié des regroupements de long terme d'abord. Donc souvent ils s'isolent à Yamoussoukro carrément pour un bon moment. Et les jeunes filles ont eu la chance cette année de faire ce regroupement, mais par semaine, elles ont fait des entraînements donc prolongés, comme disait Kaby tantôt. Ensuite, ils sont allés en Afrique du Sud pour allonger encore la préparation. Ça déjà c'était pas mal. Maintenant, à ce niveau, ce qui va nous manquer, c'est peut-être les matchs de très haut niveau. Voilà, parce qu'on a beau s'entraîner, on a fait tout ce qu'il faut, mais il convient encore de jouer des matchs à un niveau élevé. Parce que si on veut faire une performance mondiale, il faut avoir de l'expérience à ce niveau. Pour avoir de l'expérience à ce niveau, il faut jouer des matchs internationaux, des matchs d'un très bon niveau. Donc on souhaite que nos dames aient la chance de voyager beaucoup. Ça c'est du coup justement que je parlais d'inquiétude. Voilà, quand je parlais de préparation efficiente, je finis là-dessus. Laissez va terminer. Vous allez vous laisser va terminer. Allez-y. Ce que je voulais dire pour finir,